Bonjour, je vous retrouve donc pour une petite correction des exercices donnés à la maison, hein, en vue de l'évaluation qui aura lieu lundi. Donc le premier exercice, deuxième et troisième exercice, nous les avions déjà corrigés ensemble en classe, hein. Ils permettaient avec l'utilisation donc de l'organigramme que vous aurez pendant le devoir, de déterminer le capteur ou détecteur tout ou rien utilisable sur les différents systèmes. Donc le premier, c'était dans le métro, on avait vu que une barrière optique était la plus adaptée. Un système qui déplaçait sur un tapis roulant des pièces métalliques, le plus adapté était un capteur, on va dire, inductif. Et pour finir, sur le petit Charlie robot, donc la machine d'usinage se trouvant dans les ateliers, eh ben, le plus adapté était un interrupteur électromécanique. Si nous continuons notre déroulé, l'exercice suivant, donc l'exercice 4, hein, traite d'un composant qui s'appelle une CTN. Donc c'est une résistance à coefficient de température négatif. Ça veut dire que quand la température augmente, la résistance diminue. Elle est utilisée ici dans un capteur permettant de détecter la surchauffe d'un moteur, par exemple dans votre voiture, hein. Vous reconnaissez le petit voyant qui indique la surchauffe moteur. Et on vous dit qu'il y a surchauffe dès lors que la température atteint 90 degrés. Ce qui va permettre de déclencher et de mettre en marche donc un ventilateur pour pouvoir refroidir rapidement le moteur. On vous dit qu'à l'intérieur du système, cette CTN, elle, est plongée dans un pont diviseur qu'on voit apparaître, alimenté par la batterie 12 volts. Et on vous demande de déterminer la plage de valeur de thermistance lorsque l'on arrive à la surchauffe moteur. Donc 90 degrés, j'ai tracé ici la valeur de 90 degrés, et en renvoyant à l'horizontale, on voit bien que la résistance est comprise entre 200 et 350 ohms, puisqu'on voit qu'il y a une plage de courbes qui isolent les valeurs qui peuvent être prises par cette CTN en fonction de plein de paramètres. Donc la réponse à trouver était, donc la résistance est comprise entre 200 et 350 ohms. Une fois que vous avez fait ceci, eh ben, on vous demandait de déterminer la plage de tension V, excusez-moi, je tousse, aux bornes de la CTN, qui est la résistance CTN, celle-ci pouvant prendre les valeurs 200 ou 350. La résistance qui se trouve en haut du pont diviseur, 1 kΩ. Je vous rappelle que la formule du pont diviseur, c'est donc le générateur qui alimente la maille, multiplié par la résistance aux bornes de laquelle on veut la tension sur la somme des résistances de la maille, en considérant qu'il n'y ait pas d'autres mailles en parallèle. Autrement, le pont diviseur ne peut pas s'appliquer. Donc, à travers ces deux calculs, si vous calculez pour la valeur 200 ohms et 350 ohms, vous trouvez des valeurs qui sont 2 volts et 3,1 volts. Donc, la plage de tension attendue est comprise entre 2,1 et 3 volts. Déterminer cette tension V est appliquée à un convertisseur analogique numérique, en déduire la valeur de la plage du nombre n à la sortie du convertisseur analogique numérique. Donc je vous explique rapidement ce qu'est un convertisseur analogique numérique. Donc il prend en entrée une tension analogique, la convertit en un nombre binaire sur n bits appelé résolution. Donc le nombre de bits s'appelle la résolution, et il utilise donc ce qu'on appelle une tension de référence. Il compare la tension d'entrée à cette tension de référence et fait grossièrement une règle de 3 afin d'obtenir le nombre binaire à la sortie. Donc si à l'entrée j'ai la même tension que la tension de référence, j'aurai le nombre binaire maximum. Si j'ai la tension d'entrée qui est la moitié de la tension de référence, qui sera ici 12 volts, la tension de référence, j'aurai la moitié du nombre. Le nombre à la sortie de ce convertisseur, le nombre de bits résolution étant de 10 bits, on obtient donc 1024 combinaisons qui sont 0 à 1023. Donc si vous calculez les différentes valeurs que vous allez obtenir, eh ben, donc vous aurez donc, alors attendez que j'avance un petit peu, vous aurez donc des nombres allant pour 2 volts de 171 à 298. Donc la plage est comprise entre 171 et 298. Et normalement, la voiture devrait déclencher le voyant et les ventilateurs lorsque le nombre n dans le programme du calculateur descend en dessous de 298. Donc ça, c'était un petit exemple. Sonde de température dans un moteur de voiture permettant de déclencher l'avertissement du conducteur par un voyant lumineux, également la mise en marche d'un ventilateur.
Un autre petit système utilisé en hôpital qui s'appelle un pouce-seringue, donc afin de pouvoir, on va dire, réaliser des traitements de personnes malades, souvent des personnes qui ont attrapé un cancer, des graves maladies, pour que, on va dire, l'injection des produits qu'on leur met, qu'on leur injecte, eh ben, soit le plus opérationnel possible et puis le plus efficace. Eh ben, il faut que ça soit, on va dire, injecté en continu pendant un certain temps. Donc, l'infirmière ne pouvant pas rester à côté de la personne à soigner, eh ben, il existe un petit appareil qui s'appelle un pouce-seringue. Donc, son principe de fonctionnement à ce pouce-seringue, c'est simplement un moteur actionnant un réducteur, donc pour diminuer la vitesse, une vis avec un écrou ici, donc transmission vis-écrou, transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement linéaire de translation, donc. Et puis au bout de cette vis, un petit codeur qui donne la position. Et puis donc, ceci va donc être un poussoir qui va appuyer sur la seringue et injecter à la personne le médicament en continu avec une certaine dose par unité de temps. On vous donne des informations, la vis vaut donc 2 mm, le pas de la vis, c'est-à-dire qu'à chaque tour de vis, on avance de 2 mm ici, ça s'appelle le pas. Le rapport de réduction est un demi, donc pour 2 tours moteurs, on a un tour de vis. Et la résolution du codeur est de 256 points. Donc c'est-à-dire qu'à chaque tour, il aura donné 256 impulsions. On a vu le codeur incrémental, hein. Il donnera donc 256 impulsions par tour de vis. Les questions qui vous sont posées sont le pouce-seringue est doté d'un compteur de tours pour localiser la position de la seringue. Évaluer la capacité maximale que peut atteindre ce compteur pour la seringue ci-dessous. Donc on sait que on va avoir 23 cm de déplacement, me semble-t-il. Il me semble qu'on vous donne ça quelque part, il me semble. Voilà, on pourrait penser qu'on se déplace de 23 cm au niveau de la stringue, ce qui est donné ici, je crois, hein, 23 cm. On pourrait se dire qu'on divise 23 cm par 2 mm, ce qui fait 115 tours. Donc le nombre de tours maximum, c'est 115 tours. Sur combien de bits ça va être codé? Bah, si on joue avec les puissances de 2, donc 2 puissance 6 faisant 64, 2 puissance 7 faisant 128, on voit bien qu'il faudra 7 bits pour compter. Donc si ce compteur est un compteur binaire, il faudra donc 7 bits pour pouvoir afficher les nombres comptés à l'issue du capteur. Ensuite, on vous demande donc de déterminer le volume minimum injecté. Donc le volume minimum injecté, c'est celui lorsqu'on a un point de déplacement de fait, c'est-à-dire on pourrait dire au moteur de ne faire qu'un déplacement d'un point, donc c'est le minimum qu'on peut injecter. Donc on vous dit qu'un point du codeur, c'est donc 2 mm du pas divisé par les 256 points, donc ça veut dire que l'avancée pour un point du poussoir de seringue est de 0,078 mm, hein, vraiment tout petit, hein, 7,8 micromètres, on pourrait dire, de déplacement de vis. La section de la seringue, c'est-à-dire la surface de la seringue, c'est pi fois les 70 mm de diamètre au carré divisé par 4. Donc on trouve 3846 mm² de surface pour cette seringue, donc la surface de la section de la seringue coupée. Et si on multiplie ça par l'avancée, on va trouver 30 mm3. Si on fait la conversion, on obtient 0,03 mm. On voit bien que par rapport à ce qui était préconisé, volume à perfuser, on vous dit que ça va de 0,1 ml. Donc si on regarde les 0,03, on est bien en dessous des 0,1 ml. Ensuite, l'exercice suivant traite d'un canon de pompiers, d'un véhicule de pompiers contrôlé à distance pour être en sécurité, pour que les pompiers soient plus en sécurité lors de feu, hein, donc un robot anti-incendie. On vous explique qu'il peut aller dans les dévers et que dessus, on a positionné un inclinomètre. Sur cet inclinomètre, on a une courbe de réponse de l'inclinomètre
qu'en fonction de l'inclinaison moins 45 à plus 45, il va délivrer une tension comprise entre 0 et 5 volts. Les questions qu'on vous pose à partir donc des caractéristiques de l'inclinomètre qui vous est donné, établir donc l'équation de la tension en fonction de l'angle de l'inclinomètre. Donc on voit bien que c'est une droite linéaire. Cette droite linéaire, elle a donc un coefficient directeur qui est calculé avec un delta tension de sortie, delta US divisé par delta angle. Donc on peut diviser nos 5 volts qui sont le point entre ici et ici, 5 volts divisé par 90 degrés de variation. On trouve 1/18e de volt par degré, et on voit bien qu'à 0, il passe par 2,5, donc l'ordonnée à l'origine, 2,5. L'équation au final, donc c'est 1/18e de θ plus 2,5. En vérifiant, si on met 0, on a bien 2,5 volts, qui vient le point qui est ici. Et si on met 45 degrés, on obtient bien les 5 volts. On aurait pu également mettre moins 45 et tomber sur 0 pour vérifier que l'équation était bonne. On vous demande, à partir de l'équation précédente, de calculer quelques grandeurs d'angle et de tension. Donc, à 20 degrés, si on entre dans l'équation, on obtient les valeurs correspondantes qui sont là pour 15, etc. Une fois qu'on a fait ça, on vous explique que ce capteur, donc il est ici, qui fait l'acquisition, va rentrer cette fois-ci également dans un convertisseur analogique numérique, hein, qui est toujours la porte d'entrée du microcontrôleur, et puis ensuite va être traité par le microcontrôleur. On vous explique d'expliquer la nature des signaux, bien sûr. Celui-ci, donc sorti de l'inclinomètre, tension qui varie allant de 0 à 5 volts. Donc c'est une tension A. C'est un angle. C'est, on va dire, analogique, hein, un angle. L'entrée qui est ici est analogique, elle varie de 0 à 5 volts. Et juste derrière le convertisseur, c'est donc du numérique. On vous donne un tableau à remplir qui va tenir compte du convertisseur analogique numérique. On va considérer que celui-ci est alimenté en 5 volts en son pleine échelle et que pour les différents angles, eh ben, on va retrouver une tension correspondante qui est calculée avec l'équation de départ. Le nombre est obtenu en prenant la formule, bien sûr, qui est alors la formule, on l'a donnée tout à l'heure, hein, elle valait la tension d'entrée divisée par la tension de référence qui fait 5 volts multiplié par 1023. Donc vous arriverez à calculer rapidement ces nombres. On voit bien que pour 5 volts, tension pleine échelle, on a 1023. Pour 0, on a bien 0. À la tension moyenne, on a 512. Ensuite, petit exo simple que vous devez toujours savoir faire, qui est la conversion entre le décimal et le binaire, avec les puissances de 2, donc avec les 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance jusqu'à 2 puissance 9, parce que ce convertisseur semble être sur 10 bits, puisqu'il va jusqu'à 1023. La dernière question, c'est la précision angulaire. Donc, sachant que la précision va dépendre de la plus petite variation du nombre décimal que l'on pourra obtenir, on sait que ça va être 5 volts divisé par 1023, donc qui correspond à 4,88 millivolts ou 0,048 volts de variation minimum à l'entrée du convertisseur pour l'affichage. On repasse dans l'autre sens dans l'équation. Le 0,048 volts, qu'est-ce que ça peut donner par rapport à ça? Et ça nous fait donc 0,088 degrés. On aurait pu retrouver peut-être grossièrement cette valeur en prenant les 90 degrés et en les divisant par 1023 et obtenir la même chose. On voit bien que cette précision est bien inférieure à celle donnée dans l'explication précédente, enfin dans ce que donne le constructeur du dispositif robot pompier. Le dernier exercice, un petit drone équipé d'un détecteur, enfin pas d'un détecteur, d'un capteur permettant la mesure de distance par l'intermédiaire d'ultrasons. On voit bien donc un émetteur et un récepteur ultrasons qui va permettre de déterminer sur le drone l'altitude à laquelle il se trouve. On vous demande, alors quelles sont les questions demandées, quelle est la tension d'alimentation du capteur? Alors, en regardant l'amplitude qui se trouve ici, à peu près, moi j'aurais dit, j'ai mis 4 volts, c'est pas 2 divisions, c'est 2 divisions et demie, donc là c'est 5 volts, je suis désolé, petite erreur. Donc là on obtient 5 volts, hein, 2 divisions et demie fois 2 volts par carreau dans le sens là, donc on obtient 5 volts.
Donc, il est alimenté en 5 volts. Les distances calculées, alors comment on calcule la distance, sachant que on a un aller-retour, il y a un petit schéma qui vous est donné, l'émetteur émet et le signal, donc le signal rouge est émis, il va revenir, donc il fait 2 fois la distance. Sachant que la vitesse de déplacement est 340 mètres par seconde, vitesse du son, et ben la distance, c'est la durée fois la vitesse du son, divisé par 2, bien sûr, puisqu'il y a l'aller-retour. Donc ceci vient de vitesse égale distance sur temps, V égale D sur T, pour obtenir cette formule. Bien sûr, se rajoute le 2, comme je vous ai dit, pour l'aller-retour. Si l'on regarde, on nous demande de remplir un petit tableau. Pour le premier cas, on a un carreau, sachant que le temps dans l'horizontale est de 5 millivolts par division. Un carreau égale 5 millivolts. Donc pour le premier temps, on a un carreau. Donc pour les 90 durées de l'impulsion, ça va être 5 millisecondes. Le calcul de la distance, avec la formule précédente, on obtient 85 centimètres, 0,85 mètres. Si on calcule l'erreur relative, hein, je vous rappelle, on prend 90 moins cette valeur de 0,85 divisé par la valeur attendue qui était 90, on obtient environ 5,5%. Deuxième cas, 3 carreaux au niveau des temps, 3 carreaux 15 millisecondes, donc 3 fois 5, 15 millisecondes. On recalcule la distance, on obtient 2,55 mètres, attendu de 75, calcul de l'erreur 7,2. On vous dit que les deux mesures concordent à peu près avec la distance réelle et que les erreurs étant inférieures à 10%, c'est acceptable pour les sciences de l'ingénieur. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que ceci vous aura servi pour vos révisions pour le devoir de lundi. Bon week-end!